D'abord, bonjour à tous. Je voudrais tout spécialement remercier Mathieu Ozano pour cette invitation. C'est vraiment très gentil à vous. Alors, bon, vous savez, je parle de thermodynamique, ça surprend un peu souvent quel rapport il peut y avoir en particulier entre la thermodynamique et l'économie. Bon, ça étonne beaucoup de gens. Alors, je vais commencer par... Non, c'est pas le bon. Écoutez, voilà. Citer quelqu'un que vous avez peut-être... On commence à entendre parler, mais il est connu surtout dans les milieux de la décroissance. C'est un économiste qui, dès 1971, a dit « La thermodynamique et la biologie sont les flambeaux indispensables pour éclairer le processus économique. » Alors, je vais vous parler de thermodynamique et de biologie et vous expliquer un peu... Alors, pourquoi ça? Parce que l'économie, on peut le résumer en une phrase, l'économie étudie le métabolisme des sociétés humaines. Les sociétés humaines, vous savez que les animaux, ils mangent pour vivre, ils ont besoin de trouver de la nourriture. Une société a besoin de trouver des sources d'énergie, comme le pétrole. L'humanité se nourrit de pétrole, mais essentiellement, mais d'autres choses aussi. Et donc, elle a un métabolisme. Et si on regarde, on s'aperçoit que les processus biochimiques du métabolisme des êtres vivants se transposent très bien à l'économie, et c'est des processus thermodynamiques. Donc, je vais faire le grand écart entre la thermodynamique, la biologie et l'économie. Alors, je suis obligé de commencer par quelques notions de thermodynamique. Alors, je vais être bref, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lois de la physique sont essentiellement réversibles, que ce soit la mécanique newtonienne ou autre, ou l'électromagnétisme. Si vous changez T en moins T dans les équations, ça ne change pas. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est quand il y a de la dissipation d'énergie. Alors, pour un ingénieur, la dissipation d'énergie, c'est un phénomène secondaire, c'est les frottements mécaniques qui font que les équations s'appliquent mal. Donc, il suffit de mettre de l'huile et puis tout se résout. On met un peu d'huile dedans, mais vous mettez, à force de mettre de l'huile dans votre moteur, vous apercevez qu'à un moment donné, il consomme plus d'huile que d'essence, et puis vous mettez votre voiture à la casse. Puis après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les voitures qu'on finit par mettre à la casse, nous aussi, un jour ou l'autre, on va à la casse. Ah bon? Et puis, on s'est aperçu à un moment donné, vous vous rendez compte, les montagnes, on a tous appris à l'école, les Alpes, c'est des montagnes jeunes, et le Massif central, c'est une montagne. Ah, les montagnes aussi, elles vieillissent? Ben oui, elles vieillissent, puis elles disparaissent. Puis les astronomes sont arrivés, alors je sais, ça c'est un peu quelque chose, puis ils ont dit, mais regardez les étoiles, il y a des étoiles vieilles et des étoiles jeunes. Ah, les étoiles aussi, même les étoiles, elles vieillissent et elles meurent. Et oui, les étoiles aussi, elles vieillissent et elles meurent. Et l'univers, à l'époque d'Einstein, Einstein était persuadé que l'univers était immuable. Il a même rajouté une constante cosmologique dans ses équations. Pour dire, parce que l'univers ne pouvait pas évoluer, il manque de peau. En 1926, on s'est aperçu que l'univers était en expansion. Et maintenant, on sait que l'univers a un début, le Big Bang. Et puis, il y aura une fin, tout va disparaître dans les trous noirs. Donc, même l'univers évolue. Donc, ça veut dire que tout l'univers, c'est un processus de dissipation d'énergie. Alors, les frottements mécaniques, ce n'est pas un petit détail accessoire où il suffit de mettre une goutte d'huile. C'est l'essentiel. C'est le reste qui est l'accessoire. D'où l'importance de la thermodynamique. Alors, voilà pourquoi je vais vous parler de thermodynamique ce matin. Alors, dissiper l'énergie, c'est transformer donc le travail en chaleur. Alors, pourquoi c'est irréversible? Est-ce que c'est impossible de transformer la chaleur en travail mécanique? Pas vraiment impossible, mais bon, la réponse a été donnée dans ce petit livre qui est paru en 1824 d'un Français qui s'appelle Sadi Carnot. Alors, ne confondez pas avec le président de la République, c'est son oncle. En fait, il y a eu un premier, Lazare Carnot, qui était un grand révolutionnaire, qui a eu 2 enfants, Sadi, qui est lui, là, c'est ce physicien, et son frère Hippolyte, et c'est le fils d'Hippolyte qui est devenu président de la République. Hippolyte l'a appelé Sadi parce qu'il était très impressionné par son frère Sadi, le physicien, qui semble-t-il comprenait mieux l'économie que lui. Alors lui qui était polytechnicien, il avait un frère physicien qui comprenait mieux l'économie que lui. Alors vous voyez, déjà Sadi Carnot avait pensé que peut-être il y avait un rapport entre l'économie et la thermodynamique, déjà à cette époque-là. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plusieurs façons. C'est devenu le second principe de la thermodynamique. En fait, le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Dès à cette époque-là, en fait, c'est Carnot lui-même qui l'a énoncé.
directement, mais on a attendu Joule que Joule ait vraiment montré l'équivalent un peu plus tard, que 30 ans plus tard. Et on lui attribue surtout le second principe qu'on peut énoncer de la façon suivante. On ne peut durablement, j'aime bien cet énoncé parce qu'il y a le mot durablement, alors on parle beaucoup d'économie durable. Et, donc c'est lié. On ne peut durablement produire du travail mécanique que par des cycles fermés de transformation, extrayant de la chaleur d'une source chaude pour en rendre une partie à une source froide. Alors c'est ça tout le problème, il faut en rendre une partie à une source froide. On ne peut pas tout convertir, il faut obligatoirement en rendre une partie. Alors seule une fraction de la chaleur, qu'on appelle rendement de Carnot, peut être convertie en énergie mécanique. Alors, bon, il y a toute l'histoire, je vais aller être bref là, parce que ça a commencé dès le XVIIIe siècle avec Denis Papin, qui a fait, c'est le premier à s'être rendu compte qu'il fallait refroidir. Il faut chauffer pour avoir de la puissance mécanique, mais à un moment donné, il faut revenir. Et Denis Papin s'est dit, il n'y a pas d'autre solution, et à un moment donné, il faut refroidir. Et il aurait pu construire une machine s'il n'y avait pas eu l'édit de Nantes qui l'a envoyé à l'étranger. Et du coup, on a laissé la place aux Anglais. Alors, c'est Savary, puis Newcomen, après, qui ont construit une machine qui a été beaucoup améliorée par Watt ensuite. Et puis, mais intuitivement, hein, en bricolant. Watt avait intuitivement compris beaucoup de choses. Parce qu'il y a le mot réversible déjà. Et réversible, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un corps chaud et un corps froid ensemble. Parce que là, ils vont échanger de la chaleur de façon irréversible. Donc, construire une machine à vapeur sans mettre jamais un corps chaud en contact avec un corps froid, c'est pas évident. Bon, Watt a essayé de faire son mieux. Et c'est Carnot qui a vraiment expliqué. Alors, donc, le résultat, c'est pas difficile. On a un travail, on fournit un travail W1, mais après, le problème, c'est qu'il faut revenir au point de départ, il faut repousser le piston. Donc, il faut fournir du travail. Et le travail final, c'est simplement la différence des deux. Bon, aussi quelque chose que Carnot a montré, qui n'était pas évident, à cette époque-là, les ingénieurs se demandaient, mais on fait ça avec de l'eau, peut-être ça marcherait mieux avec de l'alcool. Il a dit non, ça marche avec n'importe quoi, ce sera le même résultat. Vous pouvez même mettre un solide, dilater un solide, ça sera toujours le même résultat. Alors, prenons le cas d'un gaz parfait. Dans le cas des gaz parfaits, ça donne T1 moins T2 sur T1. C'est les températures absolues. Donc, le rendement de Carnot, il est proportionnel à la différence de température. Alors, les machines à vapeur, ça marche avec de l'eau bouillante à 100 degrés. 100 degrés sur 300 degrés, ça fait 30% de rendement, c'est pas terrible. C'est pour ça que depuis, maintenant, on a abandonné les locomotives à vapeur que j'ai connues dans ma jeunesse pour les remplacer par des moteurs à pétrole puis des moteurs électriques qui ont un bien meilleur rendement. Alors, la difficulté fondamentale, pour repousser le piston, il faut fournir du travail, donc rendre une partie de la chaleur. Et le problème, c'est qu'il faut bien calculer, parce que si vous ne rendez pas assez d'énergie, le moteur, il s'arrête, il cale. Si vous rendez un peu trop, ça va s'accumuler à chaque tour, il va s'emballer. Alors un moteur comme ça, ou bien il s'arrête, ou bien il s'emballe. Il va faire marcher régulièrement, ce n'est pas évident, c'est fondamentalement instable. Alors c'est Watt qui a résolu le problème grâce à cet engin extraordinaire. Ce n'est pas lui qui a inventé le régulateur à boule, il l'a trouvé comme ça, fouillant à cette époque-là, on ne regardait pas sur l'Internet, mais il a trouvé cette solution et ça marche très bien. Alors, quand je vais vous dire que ça s'applique à l'économie et qu'il y a des gens qui ont dit l'économie, il ne faut surtout pas la réguler, vous voyez ce qui se passe si on ne régule pas l'économie. C'est exactement la même chose que si on ne régule pas une machine à vapeur, c'est la catastrophe. Bon, alors je vous dis là tout de suite, c'est déjà un rapport entre l'économie et la thermodynamique. Il faut réguler. Alors ensuite, il y a un Allemand, Clausius, qui était très intéressé par ce qu'avait fait Carnot, qui a été découvert beaucoup plus tard, parce que Carnot a écrit son petit livre, il l'a publié à ses frais. Pendant 30 ans, personne n'a entendu parler de lui. C'est Clapeyron qui l'a redécouvert, et puis même l'anglais Lord Kelvin est venu en France chercher le petit livre de Carnot. Il a mis 3 ans avant d'en trouver un exemplaire, vous vous rendez compte? Donc, vous voyez que Q sur T à l'aller égale Q sur T au retour. Alors Clausius a dit, tiens, cette quantité-là, elle s'annule au bout d'un cycle, si tout est réversible. Et si ce n'est pas réversible, ça augmente. Donc on a une quantité intéressante qui, soit elle ne bouge pas, soit elle augmente. Alors il dit, comment on va appeler ça? Ça s'appelle une fonction d'état, ça ne dépend que de l'état du système.
Et ça ne peut qu'augmenter. Alors il appelait ça l'entropie, sans trop savoir ce que c'était que l'entropie. Et pendant un siècle, les physiciens se sont demandé qu'est-ce que c'était que l'entropie. Et il y en a qui se demandent encore, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Alors, brièvement, je vais dessiner des cycles de Carnot, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez deux représentations, pression en fonction du volume, ça donne un circuit fermé, ou température en fonction de l'entropie. L'intégrale du circuit fermé, c'est-à-dire la surface de cette... donne le travail, cette surface-là donne la chaleur, et la conservation de l'énergie implique W égale Q, donc les deux surfaces sont égales, donc vous pouvez calculer la surface soit dans le diagramme PV, soit dans le diagramme température, entropie. Alors je vous montre ça quand même parce que je vais dessiner pas mal de diagrammes de ce genre en économie. Alors bon, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça de faire une machine thermique. Alors ce qui est vraiment vexant, c'est que vous en faites tous les jours des machines thermiques. Chaque fois que vous mettez de l'eau dans la casserole pour faire votre petit déjeuner, vous la mettez sur le feu, vous fabriquez une machine thermique. Ça ressemble à ça. Vous mettez le gaz dessous, l'eau monte au centre de la casserole, elle redescend au bord, il y a des mouvements qui se mettent donc vous avez des mouvements, l'énergie, du travail mécanique, vous avez un gradient de température, une source chaude en bas, une source froide en haut, et vous avez des travails mécaniques. Donc ça se fait tout seul. Alors il y a des machines thermiques qui s'auto-organisent toutes seules. Elles produisent de l'énergie pour la dissiper. Alors ça, c'est un phénomène très intéressant. En plus, vous voyez que ça se passe uniquement au début. La chaleur se propage par conduction, comme dans le manche de la casserole. Et c'est que quand le gradient est suffisant, il y a un point critique. Alors j'arrive à cette notion de point critique qui va être essentielle, qui nous amène au système auto-organisé. Les systèmes auto-organisés s'auto-organisent sur un point critique bien particulier où la transition change, on passe de la conduction à la convection. Autrement dit, il y a deux possibilités de dissiper l'énergie, la conduction ou la convection. Et chaque fois, la nature choisit le processus qui est le plus efficace. Si le gradient est faible, c'est la conduction qui est le plus efficace. Si le gradient est fort, c'est la convection qui est plus efficace. On va voir qu'en biologie, vous avez tous entendu parler de Darwin et de la sélection naturelle, c'est ce que fait la sélection naturelle. Elle choisit les organismes qui dissipent l'énergie le plus efficacement possible. Voilà un exemple de sélection naturelle en physique. Alors je fais le bon là encore, vous voyez, entre la physique et les sciences naturelles, la biologie. Maintenant, les physiciens qui sont convaincus que les êtres vivants, comme les cellules convectives, c'est des systèmes qui se fabriquent tout seuls pour dissiper l'énergie. Et la nature choisit le plus efficace. Donc, quand il y a deux organismes en compétition, la nature choisit l'organisme qui est le plus efficace. Donc, il y a des points critiques, il y a la sélection naturelle. Voilà tout ça qui arrive. Alors, voilà des exemples de cellules de Bénard. Celles-là, à gauche, elles sont toutes petites. Elles font quelques millimètres. C'est Bénard qui a fait ça en 1900. Dans de l'huile, des films d'huile, des petites cellules. Ça, c'est... Comme je suis astronome, je n'ai pas pu ne pas vous montrer la granulation solaire à la surface du Soleil. Et c'est des cellules de Bénard aussi qui font 100 000 km de diamètre. Alors ça montre que c'est des phénomènes invariants par changement d'échelle. On les voit aussi bien à l'échelle du millimètre qu'à l'échelle de 100 000 km. Vous avez tous vu des tornades. Voilà une autre machine thermique naturelle. Il y a bien une source chaude et une source froide et plein d'énergie mécanique. Alors ça m'amène à la notion de structure dissipative. Alors on doit ça aux physico-chimistes. Il y a Prigogine qui s'est rendu compte que ça a été vraiment le tout début. Il y a eu Onsager avant, mais c'était le tout début de la thermodynamique hors équilibre. Parce que la thermodynamique, c'est une science qui s'est déjà étudié les situations à l'équilibre. Tout le monde, tous ceux qui ont fait un peu de physique apprennent ce que c'est que l'équilibre thermodynamique. Et en fait, tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes thermodynamiques hors équilibre, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de commun, toutes ces structures? Elles s'auto-organisent et suivent des cycles de transformation. Les êtres vivants s'auto-organisent. Les sociétés humaines, je vais vous parler de sociétés humaines, s'auto-organisent, comme les cellules convectives.
elles ne subsistent que s'il y a un flux d'énergie qui les traverse. Si vous coupez le gaz, les cellules convectives s'arrêtent. Si vous coupez la nourriture à un animal, il meurt. Si vous coupez le pétrole à la société, elle a des problèmes, n'est-ce pas? Donc il faut une source d'énergie ou un flux d'énergie. Et elles tendent à maximiser le flux d'énergie qui les traverse. C'est ça la sélection naturelle. La sélection naturelle sélectionne les structures qui font traverser l'énergie le plus vite possible. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais assez d'énergie pour notre société, parce que plus il y en a, plus il en faut. Alors c'est un peu le problème de l'homme et de l'humanité. Alors voilà des exemples dont j'ai parlé. Alors qu'est-ce que c'est les cycles? Je vais vous parler de cycles naturels. Je vais parler du cycle de Carnot, je vais montrer les cycles de Carnot, mais en économie, on parle de cycle économique, et les économistes ne se sont jamais vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est un cycle économique? Alors je vais essayer de vous convaincre qu'un cycle économique, c'est aussi c'est un cycle de Carnot. On peut les considérer comme des cycles de Carnot. Ça va vous paraître ahurissant que ça puisse être un cycle de Carnot. Pourtant, tous les soirs, vous allez vous coucher, tous les matins, vous vous réveillez. C'est un cycle naturel. Peut-être c'est un cycle de Carnot aussi. Bon, le cycle de reproduction, il y a l'enfance, la maturité, on vieillit, on meurt, puis les petits-enfants reprennent, et puis les petits-enfants, puis ça recommence toujours. Un autre exemple de cycle. Est-ce que c'est un cycle de Carnot? Je vous laisse réfléchir. Alors, juste une analogie, de même qu'une machine thermique a besoin de mettre en réserve l'énergie pour repousser le piston, l'agriculteur a besoin de mettre du grain en réserve dans son grenier pour passer l'hiver. Il faut mettre du foin aussi pour alimenter les animaux l'hiver. Et puis, il y en a autrefois à la campagne, on faisait des conserves pour passer l'hiver, n'est-ce pas? Et puis, on sait qu'on met tous de l'argent de côté pour la retraite. Tout ça, ça a à voir. Tout ça, c'est de la thermodynamique, ça a à voir avec les cycles de Carnot. Alors, mais pour aboutir tout ça, il faut généraliser, on ne peut pas s'arrêter au cycle de Carnot, il faut généraliser les notions de thermodynamique. Alors, je vais passer quelques temps à montrer mais ça, on a fait depuis le 19e siècle, la fin du 19e, les physiciens se sont mis à généraliser les notions de thermodynamique. Le premier, c'est Helmholtz. Helmholtz a dit on va généraliser la notion de travail mécanique. Il y a des choses comme, par exemple, l'énergie électrique. Alors, prenons le cas de l'énergie électrique. Il a dit on va appeler énergie libre tout ce qui peut être intégralement transformé en énergie mécanique, en travail mécanique. Un exemple, par exemple, l'énergie électrique, donc la variation d'énergie. Alors, cette énergie libre, à l'époque d'Helmholtz, on l'appelait H comme Helmholtz, puis après on l'appelait F comme Free Energy, parce que les Anglais ont imposé Free Energy, donc on a mis F pour se rappeler Free Energy. Et la variation dF d'énergie libre, c'est VDQ, c'est le produit d'une variable intensive par la variation d'une variable extensive. Alors un bon exemple, c'est le thermocouple. Vous avez un thermocouple, vous avez une source chaude et une source froide. Vous pouvez brancher votre thermocouple sur un petit moteur électrique, il va se mettre à tourner. Vous avez une machine à vapeur. Alors, ce n'est pas une machine à vapeur, mais c'est une machine thermique. Elle a une source chaude et une source froide. Elle donne du travail mécanique, elle donne de l'énergie libre. Donc, on a bien généralisé ces notions. Et puis après, on a eu Gibbs. Alors, Gibbs, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un Américain qui vivait à l'époque de Boltzmann. Moi, je parlerai de Boltzmann. Et qui a dit, mais là, on regarde dans ces machines, on regarde l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort. Mais il peut aussi rentrer de la matière et sortir de la matière. Alors, par exemple, les organismes vivants, ils mangent, donc ils rentrent de la matière. Et puis, l'économiste, l'économie, il fait rentrer et sortir des produits et rentrer des produits. Donc, il faut introduire la matière. Alors, il a dit, il n'y a qu'à faire la même chose. C'est le produit d'une quantité intensive par une quantité intensive. Alors, il a introduit la notion de potentiel de Gibbs, G comme Gibbs. Voilà. Et puis, il a dit la variation dG, c'est sigma de mui dNui, ou dNi, où mui, c'est le potentiel de Gibbs. Et puis ensuite, Pierre Duhem, le français, s'est dit, mais ce que vient de dire Gibbs, c'est fondamental, on va faire la chimie avec ça. Les réactions chimiques, il y a des potentiels chimiques, donc on a un produit d'un potentiel chimique par dNi, c'est le nombre de molécules, le nombre de molécules grammes, le nombre de moles. Et donc on généralise
c'est ça qui a permis de généraliser la thermodynamique à la chimie. C'est devenu la thermochimie. Puis, alors, le concept d'entropie, tout le monde... enfin, c'est quelque chose de très difficile. Boltzmann, alors, on est passé de Carnot à Boltzmann à la fin du 19e. Boltzmann était le premier à montrer qu'on pouvait retrouver les lois de la thermodynamique en s'intéressant aux molécules. On n'était pas encore très sûr qu'il existait des molécules à cette époque-là, mais enfin, bon, on était de plus en plus sûr. Et il a pu montrer qu'on retrouvait les principes fondamentaux de la thermodynamique à partir des molécules. Et il a donné une expression statistique pour l'entropie. Je n'ai pas écrite ici, S égale K de W, mais tout le monde a entendu parler de ça. C'est une formule elle est écrite sur la tombe de Boltzmann. Si vous visitez le cimetière de Vienne, vous verrez la tombe de Boltzmann, c'est écrit S égale KW, K log de W sur sa tombe. Puis Gibbs, qui était à la même époque, s'est dit, mais ça c'est à l'équilibre, mais hors équilibre, on a une formule qui est beaucoup plus générale, qui est S égale moins sigma de PI log de PI. Alors, je vous donne cette formule-là comme ça. S, c'est l'entropie, et PI, c'est la probabilité de transition d'un état à l'autre, ou la probabilité de transition de votre système. Enfin, c'est la somme de toutes les probabilités de transition. Si vous avez, par exemple, une boîte avec 2 compartiments, c'est la probabilité pour qu'une molécule passe d'un compartiment à l'autre. Enfin, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et c'est ça, l'entropie. Alors, ça, c'était fin 19e. Mais il a fallu attendre 50 ans, juste après la dernière guerre, là, quand on s'intéressait aux télécommunications, à l'information. Claude Shannon voulait mesurer la quantité d'informations qu'il avait à transmettre. Alors il cherche une formule et puis il arrive à l'idée que l'information, c'est lié aux probabilités. Si la probabilité est très grande, vous n'apprenez rien, parce que vous le savez déjà. Si la probabilité est très faible, que l'événement se produit, alors vous apprenez quelque chose d'important. Donc l'information, ça varie comme le log de P, et vous sommez ça, et ça vous donne une expression pour l'information qui est exactement la formule de Gibbs. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre l'information et l'entropie? Cette quantité mystérieuse, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, depuis Shannon, on se dit, l'entropie thermodynamique, c'est un cas particulier de l'entropie de Shannon, qui est générale, qui traite de l'information, et l'entropie, c'est un cas particulier, c'est l'information sur l'état des molécules. Et puis après, alors ça, tout le monde oublie qu'en 1961, Ralph Landauer, et j'aurais dû mettre Charles Bennett, son collègue Charles Bennett, ont montré que quand vous effacez une mémoire d'un ordinateur, il se dégage de la chaleur. Alors ça, c'était controversé. Puis l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, je ne sais plus, ça a été vérifié expérimentalement, on en a parlé dans les journaux. Ça veut dire que si quand vous effacez une mémoire d'ordinateur, il se dégage de la chaleur, ça veut dire que l'entropie thermodynamique est un cas particulier, que l'entropie de Shannon est un cas particulier de l'entropie thermodynamique, donc c'est la réciproque. Donc si l'un est un cas particulier de l'autre et que l'autre est un cas particulier de l'un, c'est que c'est la même chose. Donc finalement, l'entropie et l'information, c'est la même chose. Alors c'est ça le gros problème de l'information, de l'entropie. C'est que l'information, c'est l'information que vous avez dans votre cerveau. Ça dépend autant de l'univers que de l'observateur. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce dilemme-là, qui est en fait lié à la façon à la définition d'une probabilité. Pour vous, vous avez peut-être appris que les probabilités, vous mesurez les fréquences d'événements et vous mesurez les probabilités. Alors, donc, il y a l'interprétation fréquentiste des probabilités, qui n'est pas satisfaisante parce qu'il suppose ce qu'on appelle l'ergodicité et la stationnarité que vous êtes incapable de vérifier. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'interprétation bayésienne, qui suppose une information a priori. Et après, l'expérience vous fait améliorer cette information. Alors, il y a les bayésiens, qui étaient en petit nombre, et puis les fréquentistes. Enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je vous dis tout de suite, je suis bayésien et je ne pense pas qu'on peut échapper à ça. Et de plus en plus de gens deviennent des bayésiens et comprennent qu'il y a un problème dans ce que c'est que l'information. Bon, j'ai passé trop de temps. Bon, donc, l'entropie, c'est ce qui est connu, ce qui est macroscopique, c'est connu. Ce qui est microscopique, vous ne connaissez pas tout ce qui se passe. Vous ne savez pas quel est l'état de tous les neurones de votre cerveau.
Donc c'est de la chaleur. Mais la distinction entre chaleur et énergie libre, c'est tout dans l'information. Alors je vais passer quand même un peu de temps là-dedans parce que c'est fondamental. Le paradoxe de Gibbs, qu'est-ce que c'est le paradoxe de Gibbs? C'est le problème de l'entropie de mélange. Vous avez une cloison qui sépare deux compartiments dans une boîte et des molécules, et vous ouvrez la cloison. Est-ce que l'entropie a changé? Si c'est les mêmes molécules des deux côtés, l'état du système n'a pas changé, donc l'entropie n'a pas changé. Maintenant, supposez que d'un côté, il y avait des molécules légèrement différentes, un tout petit peu plus grosses à gauche qu'à droite. Si vous ouvrez la cloison, ah oui, cette fois-là, l'entropie a changé. Aussi petite que soit la différence, l'entropie a changé de la même quantité. Alors ça paraît un peu paradoxal que ça ne dépend pas de la différence, c'est simplement le fait qu'il y ait une différence. Mais là encore, ça vous montre que l'entropie dépend de notre connaissance du système. Ce qui change, c'est le fait que vous savez qu'il y a une différence. Ah. Bon, ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. Mais alors, si vous savez qu'il y a une différence, vous faites des petits trous dans le piston qui laissent passer les petites molécules et pas les grosses. Du coup, les grosses molécules vont appliquer une pression qu'on appelle la pression osmotique et vous allez obtenir du travail mécanique. Donc, c'est l'information qui vous permet d'obtenir du travail mécanique. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est pour ça que la recherche scientifique existe, c'est parce que grâce à la recherche, on a de l'information sur notre environnement qui nous permet de fabriquer du travail mécanique. Donc l'important, l'énergie, il y en a partout, l'énergie. E égale mc2. Un kilo de matière, ça suffit, une tonne de matière, ça suffit à alimenter l'humanité en énergie pendant un an. C'est l'information qui compte. Donc c'est pour ça que la société humaine est en quête d'information pour arriver à se nourrir, comme l'animal est constamment en quête d'information pour savoir où est-ce qu'il peut trouver de la nourriture. Vous voyez le rapport? Bon, c'est une façon de voir les choses, je vous la soumets. L'élément de Maxwell, c'est pareil. Vous avez un mélange de molécules bleues et rouges. Alors, qu'est-ce qu'il fait le démon-là? S'il y a une molécule bleue qui va à droite, il la laisse passer. S'il y a une molécule rouge qui vient, il ne la laisse pas passer. À la fin, par contre, si la molécule rouge elle vient de la droite, il la laisse passer. À force de faire ça, il finit par séparer les molécules entre les molécules rouges et les molécules bleues. Alors, supposez que les molécules bleues, c'est des molécules froides et les molécules rouges, c'est des molécules chaudes. À un moment donné, vous avez une différence de température, donc vous pouvez faire marcher une machine de Carnot. Vous pouvez fabriquer, rien que parce que le démon avait eu de l'information sur les molécules, il a été capable d'obtenir du travail mécanique. Il a séparé les molécules chaudes et les molécules froides. Il fabrique du travail mécanique. Vous voyez que tout est dans l'information. Pour obtenir du travail mécanique, c'est dans l'information. Alors, il faut avoir compris ça pour pouvoir faire de la biochimie. Parce que qu'est-ce que c'est la biochimie? Ça marche avec des catalyseurs, des enzymes. Et les enzymes, c'est des machines à apporter de l'information sur les molécules. Vous avez des membranes semi-perméables. Ils travaillent avec la pression osmotique. Donc, elles séparent, grâce à des petits trous, comme tout à l'heure, les grosses molécules et les petites molécules. Et vous avez aussi des catalyseurs qui sélectionnent telle molécule et pas telle autre. Donc, les catalyseurs apportent de l'information à petite échelle sur les molécules et c'est elles qui permettent de faire fonctionner notre organisme. C'est comme ça que ça marche. Alors, si vous avez compris ça, vous commencez à comprendre l'économie aussi, parce que ça va être la même chose en économie. Alors, en régime stationnaire, disons, je sais bien qu'on vieillit, mais localement, on reste à peu près stationnaire. À ce moment-là, la variation d'énergie interne est nulle. Donc, la variation d'énergie libre, la variation dF d'énergie libre, c'est votre travail musculaire. La variation TdS, c'est la chaleur qui maintient votre corps à bonne température. Et dG, c'est quoi? C'est l'énergie que vous obtenez de vos aliments. Maintenant, on a bien compris ça. Si vous achetez n'importe quel paquet de n'importe quoi, c'est toujours écrit le nombre de calories. Le nombre de calories qui est écrit sur le paquet, comme ici sur le paquet de cacao, c'est la variation dG de la fonction de Gibbs. Enfin, je crois qu'on dit Gibbs. Donc, vous avez compris ce que c'est que la fonction de Gibbs. Alors, la catalyse, comment ça marche? C'est pas difficile. J'ai ouvert l'Internet, j'ai regardé, il y a cette très belle figure qui montre le potentiel de Gibbs. Alors, il y a écrit énergie, c'est le potentiel de Gibbs, en fonction du progrès de la réaction.
Alors, si vous ne mettez pas de catalyseur, il y a ce qu'on appelle une grosse barrière de potentiel qu'il faut franchir, qui est souvent infranchissable. Par contre, si vous mettez le catalyseur, alors vous avez une courbe en bleu qui a des petites bosses un peu partout. Et la variation de delta G est beaucoup plus petite. Donc, les molécules, elles ont, la probabilité de transition, on appelle ça des probabilités de transition, est beaucoup plus grande. Et on peut passer de là à là. Et évidemment, la réaction va se faire dans ce sens-là parce que là, c'est plus bas et que c'est une réaction exothermique. Donc, on va toujours dans le sens des réactions exothermiques. Alors, je vais prendre un exemple. Ce n'est pas un exemple en biologie pour montrer ce que c'est qu'un catalyseur et pour montrer le rapport avec l'économie. Vous savez que si vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble dans un tube à essai, il ne se passe rien. Pourtant, l'hydrogène a envie de se combiner avec l'oxygène pour faire de l'eau, mais il ne se passe rien. Évidemment, si vous apportez une flamme, ça explose. Mais si vous mettez un petit morceau de platine, ça va exploser aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de métal, c'est une surface. Alors, oh là, ça marche tout seul. Une surface. Alors, tout le monde sait que les molécules d'oxygène sont très friandes d'électrons. Alors, quand elles voient tous ces électrons à la surface du platine, elles se précipitent dessus, elles viennent se poser. Alors, tout le monde sait que les papillons sont plus faciles à attraper avec un filet quand ils se posent sur une fleur que quand ils sont en l'air. Ben, c'est la même chose. Les molécules d'hydrogène qui cherchent à attraper les molécules d'oxygène, ils n'arrivent pas à les attraper quand elles se promènent en l'air, mais une fois qu'elles sont posées sur la surface de platine, ils se précipitent dessus et ils se fixent les molécules d'oxygène. Et puis après, il y a une troisième étape où elles repartent sous forme de molécules d'eau. Alors, ça, c'est pour la catalyse. Alors, en économie, c'est pareil. La surface de platine, nous, on appelle ça des grandes surfaces. Quand vous allez faire vos courses dans des grandes surfaces, c'est pareil. Vous avez les produits qui arrivent à gauche, qui viennent des fabricants, et puis les produits qui repartent à droite, qui vont vers les consommateurs. Alors, si chaque consommateur devait aller trouver le fabricant pour s'acheter son beefsteak, enfin son morceau de viande ou son morceau de... Ça ne se fera pas. Alors, heureusement qu'il y a les grandes surfaces, c'est un catalyseur. C'est exactement la même chose. Ça accélère la vitesse, ça accélère l'économie, ça accélère la vitesse des échanges. Donc, vous avez exactement la même chose en économie, c'est tout à fait pareil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, c'est pareil, c'est une machine. Vous avez les substrats ici qui arrivent dans l'usine qui fabrique les produits, les impacte et puis les expédie à ceux qui demandent. Alors, à droite, vous avez la demande. Ça y est. À droite, vous avez la demande. Alors, en fait, c'est là qu'on va arriver au cycle, parce que ça part de là, ça part de la demande. Et l'information, ça commence avec l'information, va dans ce sens-là, ça va vers l'offre, et c'est l'offre qui va faire en sorte que le système va s'auto-organiser pour satisfaire la demande. Vous voyez qu'on a un cycle fermé. C'est pas qu'on arrive au cycle fermé. Alors, si vous allez en savoir plus, je vous conseille le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Il y a le chapitre 3 sur les démons de Maxwell. Mais dans le cas de l'économie, les démons de Maxwell, c'est nous. C'est nous qui apportons l'information. Alors, voilà ce qui se passe pour un catalyseur. Vous avez le catalyseur qui est ici, qui va se combiner avec le réactif A, puis après, il va se combiner avec le réactif B pour donner le catalyseur avec AB, et puis AB, c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, va donner un catalyseur combiné avec C, et puis C s'en va de l'usine, et puis le catalyseur, il reste à la sortie, et il recommence pour un nouveau cycle, et ça recommence à chaque tour. Le catalyseur se retrouve à la fin du cycle. Alors, pardon. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. J'ai repris le même graphique. J'ai rien changé. J'ai regardé les flèches. J'ai remplacé A et B par l'entreprise, la monnaie, la matière première. C'est exactement pareil. Donc, c'est le même processus. Alors, je continue. Alors, vous allez me dire, mais les machines thermiques, il y a une source chaude et une source froide. Là, le corps humain, comment ça se fait qu'il fonctionne? Il est tout à la même température. Alors, on peut
comprendre si on s'aperçoit qu'en fait, ces deux... Ah, je ne vais pas y arriver. Ces deux quantités-là sont différentes, correspondent en fait à des températures fictives. On peut les identifier à des températures fictives, telles que T1 sur T2 soit égal à delta G1 sur delta G2. En fait, la réaction se fait dans les deux sens, mais la probabilité pour qu'elle se fasse dans l'autre sens est beaucoup plus faible parce qu'il y a beaucoup plus gros saut à faire dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc, majoritairement, la réaction se fait de la gauche vers la droite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même l'équivalent des deux températures. Ça indique dans quel sens se fait la réaction. Alors, maintenant, j'arrive à cette notion de... alors, quelle heure est-il? Je ne sais pas si j'arrive à suivre là. Oui, ça doit aller. Ce qu'on appelle la transition de phase en thermodynamique. Alors, je suis obligé de parler de transition de phase parce que les transitions économiques, les scientifiques ont compris maintenant que c'est des transitions de phase. Je ne suis pas le premier à dire ça. Je peux vous donner de la littérature sur pourquoi les transitions économiques sont des transitions de phase. Si je reprends le diagramme pression en fonction... Alors cette fois, ce n'est pas pression en fonction du volume, c'est pression en fonction de la température. Ceux qui ont fait un peu ça savent ça, et on peut séparer. L'eau, par exemple, peut exister sous trois formes différentes, le solide, le liquide, enfin même plus que ça, parce qu'il y a plusieurs formes cristallines pour l'eau. Mais disons, solide, rapidement, solide, liquide, vapeur. La transition liquide-vapeur a cette particularité intéressante, c'est qu'il y a un point critique. Alors tout à l'heure, je parlais de point critique, on va voir que c'est la même chose. Il y a un point critique et on peut passer de façon continue autour du point critique du liquide à la vapeur. Et alors la grande découverte de ces 20 dernières années, c'est que tous les phénomènes d'auto-organisation sont dus à des instabilités du type de ce qui se passe au point critique. Alors c'est pour ça que je suis obligé de parler du point critique un peu. Alors les physiciens distinguent les transitions abruptes, c'est quand on franchit cette ligne-là, on passe de vapeur à liquide ou de liquide à vapeur, et il y a une chaleur latente de transition, et quand on arrive vers le point critique, la chaleur latente s'annule, et ça devient une transition continue. Alors les phénomènes d'auto-organisation, c'est les phénomènes qui se passent, qu'on appelle de transition continue, mais en fait, ces phénomènes, on tourne autour du point critique, donc à un moment donné, il y a quand même une transition qui est un peu abrupte. Bon, ça je passe. Alors, donc des cycles de Carnot, on peut en faire un peu partout dans ce diagramme. Il faut deux températures différentes. La machine à vapeur, elle se fait autour de cette transition on fait bouillir de l'eau, donc on passe de... Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a des grandes variations de volume. C'est pour ça que on a commencé avec la machine à vapeur, parce qu'on peut avoir des grandes variations de volume. Mais le rendement n'est pas terrible. Donc maintenant, on fait des moteurs automobiles en dehors où il y a beaucoup plus grandes variations de température, mais il y a moins de variations de volume. Donc il faut des grandes variations de température, mais le rendement est bien meilleur parce que la variation de température est grande. Et puis il y a l'autre cas extrême, c'est de faire des machines thermiques autour du point critique où il y a des variations de volume énormes. Donc c'est tellement énorme qu'elles se font toutes seules, ces machines thermiques. C'est pour ça ces machines thermiques auto-organisées, elles se font autour d'un point critique, parce que les variations de volume sont tellement grandes, c'est une instabilité. Donc c'est une instabilité qui auto-organise le système. Mais le rendement est extrêmement faible. Donc tous ces systèmes auto-organisés ont faible rendement. Alors bon, j'ai mis ici Perbach, c'est lui qui a introduit ça en 1987. En fait, il s'intéressait au bruit en 1 sur F. Et tous ces systèmes-là ont des fluctuations en 1 sur F inversement proportionnelles à la fréquence. Donc, lorsque il est suffisamment élevé, un gradient de température ou autre, dit pente critique. Alors, l'image pour Perbach, c'est le tas de sable. Vous versez du sable pour faire un tas, la pente du tas augmente, puis à un moment donné, il existe une pente critique, c'est comme il y a un gradient critique de température, c'est pareil, à partir duquel il se produit une instabilité et vous avez des avalanches. Le sable coule en avalanche. Alors, la convection, c'est ça, c'est des avalanches de molécules qui se produisent lorsque le gradient de température est suffisant, lorsque vous avez atteint la pente critique. Vous avez des avalanches de molécules qui se produisent et qui mettent en route les cellules convectives.
Et c'est ça, tous les processus d'auto-organisation fonctionnent comme ça. Ça y est, j'ai fait quelque chose, c'est pas ce qui s'est passé. Non, ça va. Alors j'ai fait ce petit dessin, parce que c'est des cycles dans des espaces abstraits, mais là c'est vraiment une cellule convective. Il y a vraiment un point critique qui est le point qui ne bouge pas, et la matière tourne autour du point critique, et les avalanches, il y a une ligne où les avalanches se produisent qui lance le cycle, et le fluide, il tourne toujours à peu près à la même vitesse, qui est la vitesse limite de rotation du fluide, de sorte que plus on est près du point critique, plus les avalanches sont fréquentes, mais leur amplitude est faible. Et plus on s'éloigne, plus l'amplitude est grande, mais plus la fréquence est faible. C'est pour ça qu'on a le rapport, je vais parler de bruit en 1 sur F, c'est ça. La découverte vient de l'explication du bruit en 1 sur F. C'est des avalanches dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence. Alors quand vous voyez des avalanches dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence, c'est des phénomènes d'auto-organisation. Ça peut être des cellules convectives, mais ça peut être, on va voir que toute l'économie, c'est des avalanches. On va voir des avalanches de monnaie, bien sûr, des avalanches, on va voir quelles avalanches, et qui s'auto-organisent toutes seules sur des processus de ce genre. Alors bon, ça ne marche plus. Ça y est, j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais ça y est. Alors, celui-là, je suis un peu loin. Il me reste combien de temps? Non, ça va. Ça devrait marcher. Non, ça va, ça marche. J'ai réparé, je crois. Ah bon? Ouais. Ça va. Alors, j'en arrive à ce qu'on pourrait développer. 30 minutes, ça va. OK, d'accord. Donc, j'aborde une nouvelle discipline qu'on pourrait appeler la thermoéconomie, puisque la biologie, c'est de la chimie, mais c'est de la thermochimie. Il nous reste à inventer la thermoéconomie. Alors, je vais essayer d'inventer devant vous de la thermoéconomie, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut transposer ces notions en économie? Je ne sais pas pourquoi, c'est encore... Ça recommence. Voilà, on récrée une société humaine est définie par ses frontières, c'est un système thermodynamique, il y a des choses qui rentrent, de l'énergie qui rentre, de l'énergie qui sort, la matière qui rentre, la matière qui sort. Donc, regardons sa variation d'énergie interne, du égale dF, c'est l'énergie libre, TdS, c'est la chaleur, et dG, alors dG, c'est le potentiel de G, c'est le potentiel de Gibbs, mais au lieu de parler de potentiel chimique, on va parler de potentiel économique. Bonne idée de parler de potentiel économique plutôt de potentiel chimique. On va essayer de généraliser ça avec des potentiels économiques. On va écrire dG égale sigma de mui dNi, où mui, c'est le potentiel économique de l'objet I, et dNi, c'est le nombre d'objets I. Alors vous avez des frontières, le nombre d'objets dNi qui rentrent, et il y a une variation dG qui est mui dNi. Mui, c'est le potentiel économique de l'objet qui a traversé votre frontière. Ça paraît logique, non? Alors, si vous écoutez les économistes, ils parlent de valeur d'usage et de valeur d'échange. Ça, c'est très intéressant. Valeur d'usage, on va mettre des MUI pour les valeurs d'usage et des NUI pour les valeurs d'échange. D'accord? Et puis, etc. Alors, vous pouvez écrire ça, mais alors, depuis, il y a belle lurette qu'on ne fait plus de troc. On a inventé des objets spéciaux. Alors, on a commencé avec de l'or, c'était un objet comme un autre, mais qui était très commode pour faire les échanges. Puis ensuite, il n'y a plus d'or, alors on a pris de l'argent. Et puis l'argent, ça devenait de plus en plus rare. On a mis des mauvais métaux dedans. Puis maintenant, on dit, c'est tout ça, on a imprimé des billets. Et maintenant, on fonctionne avec des billets parce qu'on finalement, on s'est aperçu que ça marchait tout aussi bien qu'avec de l'or. Tout ce qui compte, c'est ce qui est écrit dessus. C'est la valeur d'échange. Voilà. Alors, donc, on a des objets spécialisés pour la valeur d'échange, ça s'appelle la monnaie. Alors, c'est trop fort rien, là. J'ai simplement calculé le barycentre de la distribution des MUI, et je l'ai appelé P. Alors, P, ce n'est pas la pression, c'est le potentiel économique moyen de ce qui est rentré dans mes frontières. C'est un certain potentiel économique, qui est le sigma de mu dNi, c'est le barycentre. Okay? Et puis, j'ai aussi... c'est encore... Pourquoi il s'affiche des trucs comme ça sur ce machin?
Oui, sauf que je ne peux plus. À nouveau, ça ne marche plus. Pas possible informatique. Moi, je ne sais pas. Ah, ça y est. Non, il sera pareil. Comment on peut empêcher ce truc-là de s'afficher? Bon, alors. Donc, P, c'est le potentiel économique, ou pouvoir de vente, ou utilité, parce que le gros problème, c'est que les économistes cherchent à comment on peut définir l'utilité de quelque chose. Ben voilà, l'utilité de la production, c'est son potentiel économique, voilà, c'est ça. Et puis, le potentiel ou pouvoir d'achat, ça a le rôle de la température. Bon, je l'ai appelé T parce que ça joue le rôle de la température, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la température. Et DM, c'est l'accroissement de la monnaie, donc c'est le gain. Alors, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Ben, pour savoir ce que c'est, ben, vous verrez que c'est la variation dG. La variation dG, ben, c'est une fonction d'état, donc il y a des dérivés partiels. Et ben, ce que j'ai appelé le potentiel économique ou le pouvoir de vente, c'est la variation dG sur dV. C'est l'énergie dissipable par unité de volume de production. Et T, c'est l'énergie dissipable par unité monétaire. C'est la température économique. Alors, vous voyez que ça introduit, ça généralise ce que j'appelais tout à l'heure les calories qui sont sur le paquet. Ben c'est le chiffre qui est indiqué sur le billet de banque. C'est pareil. C'est l'énergie que vous pouvez dissiper avec ça. Ça, 50 €, c'est ce que dissipe, je vais appeler ça dissiper, hein, c'est ce que dissipe un Français pas très fortuné par jour. Il dissipe 50 € par jour. Ben c'est à la fois l'énergie qu'il dissipe pour payer l'électricité, les transports, l'essence de sa voiture, tout ça. Mais il y a aussi, quand il achète un objet, cet objet, il a fallu dissiper pas mal d'énergie pour le fabriquer, pour le mettre à la poubelle, au rencard, comme la voiture après quand elle est vieille. Donc tout ça, c'est de l'énergie dissipée. Et ben, ça fait à peu près 50 € d'énergie dissipée par jour. Alors si vous le transposez en calories, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ce que notre modeste organisme consomme. Donc on est parmi les animaux ceux qui dissipent le plus d'énergie. En fait, la société humaine, on ne connaît rien dans l'univers qui dissipe autant d'énergie qu'une société humaine. On dissipe 10 000 fois plus que le Soleil par kilogramme de matière. C'est rien vous dire. Enfin, on ne connaît rien qui dissipe autant d'énergie qu'une société humaine. Ce n'est pas difficile. Alors, si je dis ça à un économiste, il n'a jamais pensé que la monnaie, ça peut être mesurer la dissipation d'énergie. Mais pourtant, Boltzmann, vous voyez, 1905, il a écrit ça un an avant de se suicider, le pauvre. Mais ça y est, ça recommence. La lutte pour la vie est une lutte pour dissiper l'énergie. Il avait lu Darwin. Boltzmann était très, très admiratif de Darwin. Alors c'est pour ça que Boltzmann a dit ça, la vie c'est une lutte pour dissiper l'énergie. Alors Lotka, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lotka, les équations de Lotka-Volterra entre les proies et les prédateurs, c'est un statisticien qui était passionné de biologie. Il a dit que la sélection naturelle favorise l'organisme qui dissipe le plus vite l'énergie, c'est ce que je vous disais. C'est Lotka qui a été le premier à constater que la sélection naturelle sélectionnait les organismes qui dissipent le plus d'énergie, les organismes vivants qui dissipent le plus d'énergie. Alors, Frédéric Soddy, vous connaissez Frédéric Soddy, un prix Nobel anglais? La notion d'isotope, c'est lui. Il prenait des produits radioactifs et s'est aperçu qu'ils avaient les mêmes propriétés chimiques que des produits non radioactifs, mais pas la même masse. Donc il a découvert la notion d'isotope et il a eu le prix Nobel pour ça. Mais ce qui l'intéressait, c'est l'économie. Il a écrit au moins 3 ou 4 livres d'économie. Et dans ces livres d'économie, il dit que le bien-être des individus, ça mesure en termes d'énergie dissipée. Et en cherchant à minimiser son bien-être, l'humanité. Alors, le gros problème des économistes, c'est qu'est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être, c'est ça. Plus vous dissipez l'énergie, plus vous êtes heureux. Ah, oui. Et puis, si vous êtes malheureux, vous envoyez des bombes, ça dissipe de l'énergie. Ça fait partie du processus. Oui, ça vous surprend, mais c'est comme ça. Alors, le problème, c'est que les économistes ne s'en sont jamais aperçus parce qu'ils ont considéré que l'état était stationnaire. Donc, à l'état stationnaire, DU égale 0. Donc, il reste PDV égale TDM. L'énergie n'apparaît plus.
Donc tout ce qu'ils ont constaté, les économistes, c'est que l'offre est égale à la demande. C'est ça ce qu'ils appellent l'équilibre économique. Et puis l'énergie, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors, ouais, elle n'apparaît pas dans cette relation. Ah, ça ne marche plus, ça y est. Ah, c'est encore allumé, c'est le prix. Alors, je suis désolé, mais bon, je ne peux pas ne pas parler de Jean-Baptiste Say. Lui, il a dit que c'est l'offre qui crée la demande. Alors, c'est comme s'il disait que c'est les courants de convection qui créent les différences de température entre le haut et le bas de la casserole. Bon, je suis désolé, mais enfin, bon, les économistes reconnaissent qu'il est un peu exagéré quand même, mais ça vous montre que quand on fait de l'économie, sans regarder la biologie, sans regarder, on peut se poser des questions sur la façon dont réagit l'humanité. Pour comprendre nous, et l'homme a beaucoup de mal à comprendre son propre comportement. Pour comprendre notre comportement, il faut regarder le comportement des animaux, la biologie, et comprendre le comportement des animaux à partir des lois de la physique. Alors là, vous pouvez remonter à l'économie, vous êtes sûr de ce que vous faites. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Jean-Baptiste Say pour montrer comment on peut faire des erreurs en économie. Alors, voilà, le sujet qui nous intéresse, c'est les transitions économiques. On est en plein d'une transition économique. Alors, l'analogie avec le comportement des fluides laisse penser qu'en présence de flux d'énergie, des inégalités, des gradients de richesse apparaissent. Et lorsque les gradients atteignent une certaine valeur critique, la pente critique du tas de sable, alors il va y avoir des avalanches qui vont se produire et l'économie va s'auto-organiser. On a un processus d'auto-organisation. Alors, ça s'auto-organise par le cycle. Alors, je prends une entreprise industrielle. Alors, elle s'auto-organise autour d'un point critique. Alors, j'ai mis le point critique C ici, qui est là. Alors, cette courbe-là, elle va dire qu'est-ce que c'est cette courbe-là? Bien, ce qui est en dessous, c'est inhomogène. Vous voyez ici, c'est l'équivalent de pression-volume. En fait, c'est l'utilité, ma pression économique, et le volume de la production. Voilà. J'ai porté l'utilité en fonction du volume de la production. Ici, c'est la zone où on est dans un milieu inhomogène, où il y a à la fois du liquide et de la vapeur. Là, ça veut dire qu'il y a deux produits qui vont être en même temps. Le produit que vous avez fabriqué initialement et puis le nouveau produit que vous allez fabriquer, parce que quand vous commencez à développer un produit, alors le volume de la production, il ne bouge pas, mais son utilité augmente de plus en plus. Plus vous améliorez votre produit, plus la potentiel économique de votre produit augmente, vous améliorez. Puis une fois que vous êtes content de votre produit, vous allez le produire. Donc son utilité ne bouge plus, mais par contre, vous produisez du volume, vous produisez beaucoup de produits. Puis à un moment donné, les autres ont fait mieux, c'est plus la mode, les gens ne s'intéressent plus les gens, ça s'appelle l'obsolescence, et on redescend. L'utilité, la potentiel économique de votre produit se met à chuter, on arrive là. Et ça, c'est ça la transition économique. Il faut trouver un autre produit qui va remplacer le premier. Donc vous êtes dans la partie inhomogène où on passe du liquide à la vapeur. C'est ça la transition. Alors je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, s'ils voient que leur entreprise, c'est ça qu'elle fait, elle va sans cesse réinventer des nouveaux produits parce qu'au fur et à mesure que les anciens vont être remplacés par des nouveaux. Et il y a cette transition. Et bien pour l'énergie, on va voir que c'est la même chose, la transition énergétique. Quand un animal n'a plus de nourriture, il faut qu'il en cherche d'autre. Quand on n'a plus de pétrole, il faut trouver autre chose. Ça reste la même chose. Alors j'ai fait ça dans le diagramme PV, mais on peut prendre le diagramme TM, température, capital. Alors je prends le cas d'une entreprise cotée en bourse parce qu'on voit bien ce que c'est que la température. La température, à ce moment-là, c'est la cote en bourse. Au début, vous avez votre cote en bourse va monter parce que vous avez une idée de produit formidable. Cette entreprise, elle marche bien, mais elle dépense des sous pour développer des produits. Il faut lui donner des capitaux. Et puis à ce moment-là, c'est schématique, ça peut monter, descendre, la cote en bourse suivant que le produit se vend bien ou se vend moins bien. Et puis à un moment donné, il ne se vend plus du tout, donc ça redescend. Et puis, il y a la transition ici. Alors, delta M, c'est la dette. À un moment donné, il faut faire le bilan financier. Ou bien on a gagné des sous, ou bien on a perdu. Alors, si on a gagné des sous, on réinvestit, on recommence, l'entreprise marche bien. Et si on a perdu des sous, on vend l'entreprise au mieux, on fait le bilan et puis on vend au mieux l'entreprise, on s'en débarrasse.
Voilà. Alors, le problème, c'est qu'arriver au point D, voilà, c'est ce que je dis, il faut revenir à l'état initial. Alors maintenant, je parle de la société, c'est la même chose pour la société. En fait, dans une économie où l'énergie devient de plus en plus chère, les entreprises ont de plus en plus de mal à fermer la boucle, leur cycle économique. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles se débarrassent sur la société. Vous savez, les structures dissipatives, elles diminuent leur entropie pour l'envoyer à l'extérieur. Alors les entreprises diminuent leurs frais pour envoyer ça à la nation. Alors est-ce qu'il y a des tas de choses, par exemple, quand on fait le bilan d'une entreprise, on tient compte à peu près des meubles, du mobilier, de l'âge de la baraque, etc. Mais, et le vieillissement du personnel, on en a tenu compte. On a tenu compte du vieillissement des meubles, mais le vieillissement du personnel, ça veut dire les charges sociales, la sécurité sociale, l'assurance maladie, la retraite, et puis les enfants, parce que l'éducation des enfants, tout ça, c'est la société qui se s'en occuper. Nous, on n'a pas assez de sous pour s'en occuper. Et puis, si on laisser la modification de l'environnement, on a tout bousillé l'environnement, mais ça, on a piqué pour rien, et puis il faut laisser à la société le soin de se débrouiller avec l'environnement. Bon, ça, c'est le gros problème des environnementalistes qui se rendent compte qu'on a pas mal affecté l'environnement. Alors, les impayés s'accumulent, et c'est ça qui s'amène à l'effondrement de la production, l'effondrement de la société qui se caractérise. Alors, l'effondrement de la société, on voit que, j'en étais là tout à l'heure dans mon cycle de Carnot, vous voyez que, non, c'était ici, vous voyez, quand on arrive, le point critique quand on arrive là, c'est que le volume de la production, on passe de là à là. Ça veut dire qu'il y a un effondrement d'un seul coup du volume de la production, puis la société, elle fait faillite, donc elle s'arrête de produire. Et si un ensemble d'entreprises cesse de produire au même moment, en cascade, il n'y a plus rien qui se produit. Et dans une société, c'est ça l'effondrement d'une société. Une société qui s'effondre, elle s'arrête de produire. Alors, j'ai pris un exemple ici. Par exemple, ça, c'était en 1945, après la guerre, une société qui s'est effondrée. Elle ne produit plus rien, donc vous avez les queues devant les magasins. On a connu ça en URSS quand le bloc soviétique s'est effondré. La production s'arrête. Alors, pour trouver des choses, c'est difficile. Alors, ça ne marche plus à nous. Alors, je vais parler d'avalanches. C'est quoi ces fameuses avalanches? Les avalanches, c'est ça. Vous avez un capital ici qui va vous fabriquer, mettons M. McDonald, il fabrique sa petite entreprise et puis qui marche bien. Alors, elle a fait du profit. Avec le profit, on va réinvestir. On va fabriquer 2-3 autres McDonald's qui vont faire du profit, qui vont investir. Ça croît exponentiellement. C'est le caractéristique d'une avalanche, c'est que ça croît exponentiellement. Bon, je ne sais pas pourquoi ces trucs-là s'allument, mais je ne fais rien pour. Alors, ça s'appelle, en biochimie, ça s'appelle des cycles autocatalytiques, c'est-à-dire qu'elles fabriquent plus de catalyseurs qu'elles n'ont utilisés. J'ai quand même un problème avec Alors, le point critique, c'est ça. Si on est au-dessus du point critique, vous avez une avalanche de capital. Et si vous êtes au-dessus du point critique, c'est la faillite. Donc, dès qu'on arrive au-dessus du point critique, les faillites se multiplient et les avalanches cessent. Et du coup, on a des sociétés où le chômage devient de plus en plus grand. Parce que les entreprises, il faut qu'elles resserrent leur budget de plus en plus, et elles n'ont pas d'autre choix que de faire des emplois précaires, par exemple. Alors, cette loi en 1 sur F, les économistes ne l'ont pas compris, cette loi. C'est des processus en 1 sur F. C'est le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui était le gars qui a inventé les fractales, vous savez. Et il a compris que c'était des processus en 1 sur F. Il a parlé aux économistes, puisqu'il a découvert ça en faisant des statistiques sur le prix du coton. Et il a dit que les fluctuations d'amplitude du marché suivent une statistique en 1 sur F, loi de puissance en 1. Alors, le problème des lois de puissance en 1 sur F, c'est que la variance est infinie. Alors, c'est comme ça. C'est la même chose que l'opalescence critique, au point critique. L'opalescence critique, les fluctuations de densité au point critique sont infinies, parce que c'est des lois en 1 sur F. Alors, s'occuper de processus statistiques dont la variance est infinie, ce n'est pas très agréable. Mais
l'économiste, ça c'est un économiste, Vilfredo Pareto, il est bien connu pour la loi de Pareto, a expérimentalement vérifié que la distribution des richesses est une loi de puissance. C'est-à-dire une loi de puissance, ça veut dire invariance par changement d'échelle. Je vous parlais d'invariance par changement d'échelle tout à l'heure, c'est la même chose, dire que c'est une loi de puissance ou une invariance par changement d'échelle. Et la condensation au point critique, bon ben voilà, vous avez un système je vais passer là, j'en ai déjà parlé, mais la condensation des richesses, on peut faire une comparaison avec l'opalescence critique. Vous savez qu'au point critique, l'eau liquide se condense sous forme d'opalescence critique. Et alors, si vous allez en dessous du point critique, alors il y a carrément condensation, c'est-à-dire que vous avez des gouttelettes d'eau qui se forment, et puis il reste quelques molécules de vapeur. Et bien, c'est la même chose qui se passe en ce moment pour la distribution des richesses. Vous avez les pauvres qui sont sous forme de gouttes d'eau, et puis les riches qui ont gardé leur liberté et qui sous forme de vapeur. Alors, exemple historique, est-ce que c'est vérifié historiquement? Alors, je vous conseille le livre de Jean-Paul Demoule, qui est un archéologue français qui s'est intéressé aux fouilles. Vous savez, chaque fois qu'on construit un nouveau bâtiment en France, on doit faire des fouilles. On laisse le temps de faire des fouilles. Et il dit carrément, l'histoire s'accélère, la population ne cesse de croître, on assiste à une montée en dents de scie des inégalités sociales. Alors, ces dents de scie, c'est ça. C'est le processus qui tourne autour du point critique. C'est ces cycles qui s'organisent autour du point critique. Quand on est au-dessus du point critique, quand on est en dessous du point critique, alors là, il y a des égalités sociales, et puis les gradients d'inégalité augmentent, et ensuite il y a des avalanches qui provoquent, qui vont recommencer à produire des inégalités sociales, puis qui vont, ensuite l'économie doit reprendre, il y a à nouveau des égalités, etc. D'où ces oscillations autour du point critique. Donc, cette alternance concerne toute l'Europe. Alors, j'ai cherché, vous avez peut-être lu le livre de Jared Diamond sur les effondrements de société, tout ça, ou le livre de Tainter. Alors, je vous conseille ce livre qui vient de paraître cette année. Qu'est-ce qui s'est passé en 1177 avant Jésus-Christ? C'est l'exemple le plus semblable à ce qui est en train de se passer aujourd'hui même. 1177, vous regardez le bassin méditerranéen, c'est-à-dire cette carte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez toutes ces villes en Grèce, en Anatolie, ça s'appelait l'Anatolie, au Moyen-Orient, tout ça. Alors, sauf l'Égypte qui a échappé, vous regardez toutes les villes, tous les palais princiers ont été démolis, précisément à cette date-là. Ça veut dire que tous les peuples se sont révoltés en un rien de temps. Et qu'est-ce que c'était? C'était une économie avec des tas d'échanges commerciaux entre toutes ces villes-là à travers la Méditerranée, avec une seule monnaie, l'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une économie basée sur le bronze, et ça s'appelle la fin de l'âge de bronze. Ce n'est pas le pétrole qui s'est épuisé, c'est le bronze. À la fin de l'âge de bronze, on a eu des inégalités sociales absolument extraordinaires. Tout le monde s'est révolté, et l'économie s'est arrêtée ce jour-là, cette année-là, 1177. Alors, les gars, ils sont arrivés en bateau, ils ont essayé d'attaquer l'Égypte, et Ramsès III s'est bien défendu, c'était l'époque de Ramsès III, mais après, l'Égypte s'en est jamais retirée parce que l'économie s'est arrêtée net cette année-là. Alors, c'est une histoire à lire et à méditer pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, vous remarquez que 1177, c'est 1600 ans avant l'effondrement de l'Empire romain, et l'effondrement de l'Empire romain, c'est 1600 ans avant aujourd'hui. Donc, s'il y a des cycles, ça vous laisse réfléchir. Si vous croyez aux cycles économiques, ça vous laisse réfléchir. Alors, que faire? J'ai encore 5 minutes les lois de la biochimie s'appliquent à l'économie. L'espérance de gain. Ah oui, l'espérance de gain, delta M. Alors, si ça vous intéresse, au lieu de parler de probabilité de transition, en statistique, on parle de probabilité de transition, en biochimie, vous remplacez le mot probabilité de transition par probabilité de transaction. Vous avez vu pour mon catalyseur, c'est plus des transitions. C'est des transitions dans le potentiel de Gibbs, de la biochimie, mais c'est des transactions, des échanges financiers. Et c'est facile de montrer que les probabilités de transaction ne sont pas exactement la même formule que celle de Shannon et celle de Gibbs.
Alors, si vous voulez une démonstration, vous regardez dans mon petit livre à la page 177, j'en ai donné une démonstration élémentaire. Alors, ce n'est pas par hasard que la monnaie, ça a à voir avec l'entropie. En fait, c'est l'opposé de l'entropie, signe près. C'est la même chose. Alors, bon, je vais un peu plus loin. Je reprends mon petit diagramme pour la biochimie. Alors, je vais vous raconter, si je peux me permettre de ramener une petite histoire, quand j'ai pris une année sabbatique à l'Observatoire de Haute-Provence. Et là, j'avais loué une petite maison de l'autre côté de Saint-Michel, l'Observatoire, qui était très jolie. Puis j'ai demandé au propriétaire qu'est-ce qu'il faisait. Oh, il m'a répondu, je fais de l'artisanat en gros. L'artisanat en gros, c'est ça. Pour moi, c'était un oxymore, artisanat en gros. Ben oui, j'achète des produits artisanaux, ça doit être Madagascar, comme ça. Et puis, je les revends en Europe, ça se vend bien. J'avais pu s'acheter une belle petite maison à Saint-Michel, à l'Observatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ce n'est pas difficile du tout. Vous avez exactement le même processus. Il y a 3 bosses. Alors, vous avez une bosse pour la demande. Alors, les gens s'intéressent des produits artisanaux qui viennent, mettons, de Madagascar. Donc, ils prenaient de l'argent français, c'était des francs à cette époque-là. Ils l'échangeaient en argent malgache. Alors, vous avez cette barrière de potentiel, et là, c'est le taux de change. Et puis ensuite, vous avez une autre transaction. Vous achetez les produits à Madagascar. Et puis, vous avez une troisième transaction, c'est les reventes des produits. C'est exactement pareil. Vous avez les 3 bosses, c'est les mêmes processus. Et puis, vous avez les variations de potentiel de Gibbs. Mais alors, ce qui est intéressant surtout dans ce cas-là, c'est que vous avez le taux de change. Et le taux de change, suivant le taux de change, cette bosse, elle va être plus ou moins haute. Donc, vous avez un moyen de réguler, vous avez un catalyseur avec un bouton de réglage qui vous permet de régler la vitesse des échanges. Si vous montez cette bosse, le taux de change va être moins favorable, donc les échanges vont s'arrêter. Si au contraire vous diminuez la bosse, les échanges vont être favorables et la bosse va diminuer. Donc, voilà, on cherchait un régulateur à boules pour l'économie. Voilà, on l'a tout trouvé. Mais il faut 2 monnaies. Donc, on peut généraliser les principes de l'économie, les principes de la thermodynamique à l'économie de la façon suivante. Premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Je dirais une économie ne peut pas fonctionner sans un flux permanent d'énergie qui la traverse. Ça paraît évident. Maintenant, parce que je vous ai raconté, parce que les économistes ne sont pas encore complètement convaincus, parce que vous êtes convaincus. Et je mettrais comme second principe, une économie ne peut pas fonctionner durablement, alors le mot durablement est essentiel, comme tout à l'heure à Ricardo, sans l'usage d'au moins 2 monnaies différentes. Parce que c'est là votre régulateur. Alors, qu'est-ce que ça va faire des échanges commerciaux? Ça diminue les inégalités. Si vous avez fait des échanges entre 2 pays de monnaies différentes, vous diminuez les inégalités entre 2 pays utilisant des monnaies différentes. C'est le commerce extérieur. Mais c'est le contraire qui va se passer. Alors, c'est ça la bêtise qu'on a fait en Europe. On a imposé une même monnaie à travers toute l'Europe. Ça veut dire même monnaie, ça veut dire même température. Alors, comment vous faites marcher un cycle de Carnot si tout est à la même température? Alors, en fait, on voit ce qui se passe maintenant, par exemple, dans l'atmosphère terrestre. Vous avez des cyclones qui se mettent en route et qui n'arrivent pas à dissiper l'énergie. Ils arrivent en haut de l'atmosphère, il y a toujours de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a du vent qui souffle, ils vont se décaler, le cyclone va créer à côté un anticyclone. C'est-à-dire qu'il va fonctionner en pompe à chaleur et va créer des différences de température horizontales. Il diminue les différences de température verticales pour créer des différences de température horizontales. C'est exactement ce que la monnaie unique elle fait. Elle diminue les inégalités dans un sens, mais elle crée, alors cette fois c'est horizontal entre les Européens, mais elle augmente les inégalités sociales entre les pauvres et les riches. Donc en ce moment, on fonctionne dans une pompe à chaleur qui est en train d'augmenter à toute vitesse les inégalités sociales. Voilà le processus. Et l'équivalent, disons. Alors, c'est pas possible. Donc, une seule monnaie, ça veut dire une seule température, ça veut dire pas de cycle de Carnot possible, ça veut dire que l'énergie ne se dissipe pas, ça veut dire que la monnaie stagne. Tout le monde, vous avez parlé du réflexe de Badelaine, par les temps qui courent, pour avoir de la monnaie en réserve, alors on met ses sous dans un badelaine, les paysans mettaient leurs sous dans des badelaines, les cachaient dans les badelaines. Nous, on les met dans des banques ou dans l'immobilier. Alors, je ne sais pas si vous êtes... moi, à la campagne, il y avait des quincailliers, il y avait des droguistes.
Il n'y en a plus. Qu'est-ce que vous regardez à la place? Vous avez une banque ou une agence immobilière. Ben voilà. Alors, résultat, les inégalités de richesse ne cessent d'augmenter et l'économie ne fonctionne plus. Donc, il devrait être possible de réguler l'économie d'un même pays ou ensemble de pays grâce à l'emploi de 2 monnaies différentes. Ça permettrait de diminuer le chômage et les inégalités sociales. Alors, mon message aujourd'hui, si vous voulez, le pétrole, c'est un problème, il va falloir le remplacer pour autre chose, mais ça va prendre du temps. Par contre, ce qui ne va pas prendre de temps, c'est ce qui s'est passé en 1977. Et demain, cette année, l'année prochaine, ça va être catastrophique. Ce qui est en train de se passer en Ukraine, ça va se passer partout. Alors, c'est ça mon message, si vous voulez. Alors, je reviens à Keynes. Oui, Keynes, il a montré qu'une politique d'investissement gouvernemental pouvait relancer l'économie. Malheureusement, il n'était pas assez fort en thermodynamique pour comprendre que ça veut dire qu'il fallait 2 monnaies. Alors, il a fait quelque chose qui, au début, était 2 monnaies. Une monnaie pour les pauvres, il a créé de la monnaie pour les pauvres. Mais cette monnaie, elle était utilisée au même elle s'est rapidement confondue avec l'autre, alors ça n'a pas été très loin. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est faire 2 monnaies pour des usages différents. Alors, prenons le modèle de la biologie. Revenons à la biologie, la biochimie. Les organismes vivants, si vous regardez initialement, parce que le stade de l'économie actuelle, c'est à peu près le stade des origines de la vie. Comment elle s'est développée, l'économie? Elle s'est développée avec des catalyseurs, et l'ancêtre des catalyseurs, c'est les polypeptides. Donc, les polypeptides sont développés, puis à un moment donné, l'économie des polypeptides, elle s'est arrêtée. Et comment la biologie a pu continuer, comment la vie a pu continuer? En inventant les polynucléotides, qui a sauvé la situation parce qu'on avait enfin 2 monnaies. Voilà, il faut faire pareil. Il faut avoir 2 monnaies. Donc, on utilise, alors c'est ma proposition, on utilise une monnaie différente pour les énergies fossiles et une pour les énergies renouvelables. Et là, on les sépare. À mesure que les énergies fossiles s'épuisent, la température des économies associées va diminuer, alors tandis que celle des économies associées aux énergies renouvelables va augmenter. Mais ça va être progressif, ça ne va pas être comme en 1977, la même année. On va étaler la transition. Donc on a remplacé une transition abrupte par une transition continue. La Banque centrale européenne prend à son compte les dettes nationales, les réinvestit sous forme d'une nouvelle devise. Pour gêner personne, on met à parité égale. Alors j'ai dit, je vais appeler, pour la comédie, cette nouvelle monnaie, je vais appeler l'enzyme, puisque c'est de la biochimie. On va créer une nouvelle monnaie qui s'appelle l'enzyme, et puis on réinvestit les enzymes à parité égale. Donc il faut séparer l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare l'économie de service de l'économie industrielle. Je propose de conserver l'euro pour l'industrie et puis d'utiliser l'enzyme pour les services. Donc on a une économie en euros pour les ressources. Vous achetez une maison, ça c'est en euros. Vous achetez même une matière première, le charbon, le pétrole, tout ce qui est non-vivant, c'est en euros. Mais tout ce qui est immatériel, ou qui est renouvelable, les salaires, les services, la nourriture pour tous les jours, tout ce qui est, vous le payez en enzyme. Et puis vous avez votre taux de change qui va évoluer progressivement entre les enzymes et les euros. Alors, vous êtes tous écologistes ici, vous entendez parler de l'économie de fonctionnalité, il faudrait passer à l'économie de fonctionnalité. Si vous vendez une voiture, vous la vendez en euros. Mais si vous la louez en enzyme. C'est pas la même. Il y a un taux de change, ce n'est pas le même. L'économie circulaire, vous avez plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour faire des recyclés à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous avez des produits que vous louez, ce sera en enzyme au lieu d'être en euros. Donc vous distinguez par là même, d'un seul coup, les économies qui sont favorables à l'écologie. Alors, point de vue des économistes, j'ai pris cette citation de Joseph Stiglitz d'avril 2010. Il a dit que les économistes doivent changer leurs croyances. Je pense qu'ils doivent changer réellement leurs croyances. Une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas le seul. Il y a des livres sur le naufrage des économistes. Alors moi, qu'est-ce que je dis aux économistes? Lorsque vous parlez de surchauffe économique, vous aviez déjà bien vu qu'il s'agissait bien d'une machine à vapeur. Suivez les conseils de Georges Schluregen, étudiez la thermodynamique, mécanique statistique et la biologie moléculaire. Alors le problème, c'est la terminologie.
Ben alors voilà un dictionnaire. Au lieu de probabilité de transition, vous mettez probabilité de transaction, c'est la même chose. Au lieu de transition de phase, vous mettez transition économique, c'est pareil. Transition abrupte, effondrement économique. Pression, c'est le potentiel économique. Volume, c'est le volume de la production. Température, c'est l'inverse du coût de l'énergie. Production d'entropie, c'est la perte de valeur monétaire. C'est pareil. Vous n'avez qu'à juste prendre votre dictionnaire et puis vous prenez le problème. Alors, moi, je termine là. À long terme, le seul développement possible, ben, on appartient tous à une machine thermique qui a une source chaude, le soleil. Et puis tout le monde oublie la source froide. Alors ça, je ne connais personne qui pense à ça. Mais elle est essentielle, c'est le plus important. Elle est à 3 degrés K, on a de la chance, 3 degrés K. Vous vous rendez compte de le rendement qu'on a? Et bien voilà. Et bien, toute la vie, elle s'est organisée à partir de cette machine thermique. On en fait partie. Alors évidemment, chacun cherche à dissiper le plus d'énergie. C'est la section naturelle, celui qui dissipe le plus d'énergie l'emporte. Donc l'humanité, en se développant, elle va dissiper plus d'énergie que les animaux. Alors les animaux et les plantes, c'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Alors il faudra réfléchir ce qu'on veut, mais il faut partir de là. Voilà. Et puis, alors, ça ne marche plus à nouveau, ça y est. L'humanité est indissociable de la machine thermique Terre que l'enveloppe a appelée Gaïa. Elle ne peut évoluer que de concert avec elle. Voilà.